Évaluer la fortune de ses ancêtres grâce aux impôts directs. Dans cet exposé, nous allons voir trois parties. Quels impôts? Qui décide? Quelle organisation? Deuxième partie, des exemples et l'exploitation des documents. Et troisième partie, où retrouver ces documents, dans quel service d'archives. Alors commençons par la première partie. Alors sous l'Ancien Régime, en Bretagne, il existait trois impôts directs, les fouages, la capitation et le 10e, puis le 20e. Alors les fouages existaient depuis l'époque ducale et c'était l'équivalent à la taille dans le reste de la France. Ils concernaient uniquement les roturiers, les villes étaient parfois exemptées. Les fouages étaient répartis par foyer ou par feu en fonction du niveau de vie. Fouage signifie d'ailleurs feu ou foyer. Il y avait environ 31 500 feux en Bretagne au milieu du XVIIe siècle et cet impôt était prélevé plus ou moins régulièrement, mais il y avait des fouages ordinaires et des fouages extraordinaires. La capitation, quant à elle, a été créée en 1695 pour financer la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Elle a été supprimée temporairement et rétablie en 1701. Elle concernait les nobles et les roturiers et pouvait être considérée comme un supplément des fouages. Le 10e, lui, a été créé en 1710 pour financer la guerre de succession d'Espagne. Elle a été supprimée en 1717, rétablie ensuite en 1733, 1737 et en 1741 et 1748. En 1749, elle a été remplacée par le 20e, bien que le 10e ait parfois été conservé jusqu'en 1756 pour certaines paroisses. Donc cet impôt correspondait à 10 puis 5% des revenus nets, quelle que soit leur source, à savoir revenus de production, des salaires, des rentes. Et cet impôt concernait les nobles comme les roturiers. Alors ce sont les États de Bretagne qui décidaient de ces impôts. Ils avaient des compétences principalement financières et fiscales, mais aussi administratives et même judiciaires au début de leur existence. Donc ils existaient depuis l'époque ducale et leur existence a été confirmée en 1532 lors de la réunion de la Bretagne à la France. Alors à ces États siégeaient des représentants ou députés par ordre. En 1755, il y avait 50 seigneuries ecclésiastiques qui représentaient le clergé, donc principalement des évêchés et des abbayes. 19 baronnies représentaient la noblesse et 44 villes représentaient le tiers-État, dont les villes que je cite ici pour le Morbihan. Les États étaient convoqués par le duc à l'origine, puis par le roi qui était représenté par le gouverneur de Bretagne. Ils étaient convoqués dans différentes villes bretonnes. À l'origine, c'était assez fréquemment Vannes, puis après 1700, c'était plutôt Rennes et Nantes, mais il y a eu aussi d'autres villes bretonnes, comme indiqué ici. Les sessions duraient de 1 à 2 mois en général. Alors au début, c'était à période irrégulière, puis 2 fois par an, et à partir de 1632, c'était tous les 2 ans. Donc les débats portaient sur le montant, la répartition des impôts et la collecte. Et le vote s'effectuait par ordre et non pas par tête, par représentant ou député. Alors, la commission intermédiaire. Dès l'origine, entre chaque session des États de Bretagne, des commissions temporaires exécutaient les ordres et préparaient la nouvelle session. En 1734, la commission intermédiaire a été créée définitivement
avec des pouvoirs étendus en matière de fiscalité, de casernement et logement des gens de guerre, et d'entretien des grands chemins, des routes, des ponts et même des voies navigables. La commission avait son bureau central à Rennes, des bureaux dans chaque diocèse et des commissions locales dans chaque diocèse. Nous avons ici une représentation, une carte de la Bretagne avec ses différents diocèses, et l'actuel Morbihan dépendait de 5 bureaux diocésains, dont le principal était Vannes, qui était divisé en 9 commissions locales dans les villes qui sont ici indiquées. Mais il y avait aussi une partie du Morbihan dans le diocèse de Cornouailles, principalement avec les paroisses de Gourin et d'Ufaouette, mais aussi une petite partie ici qui concerne Neuillac et Monsoir et Kergrist. Une partie du Morbihan dépendait de Saint-Brieuc, du diocèse de Saint-Brieuc, avec Bréant-Loudéac. Ici, nous y avons les diocèses de Saint-Malo, avec principalement les communes de Lanoué, Josselin, Guillac. Et puis, dans le sud du Morbihan, on avait donc le diocèse de Nantes sur les communes autour de La Roche-Bernard. Alors, en 1689, le pouvoir royal a créé l'intendance de Bretagne et sont apparues ensuite les subdélégations. Donc, l'intendance avait des compétences dans l'aménagement du territoire, en partie en concurrence avec la commission intermédiaire des États. Donc, cette intendance a eu en charge le nouvel impôt du XXe, de 1749 à 1756. L'intendance avait son siège central à Rennes et des subdélégations dans les principales villes bretonnes. Nous avons donc ici une carte du département du Morbihan, qui était partagée entre 13 subdélégations, dont Redon, qui est hors du département aujourd'hui, mais qui faisait partie du diocèse de Vannes à l'époque, et la subdélégation couvrait les paroisses de Rochefort, Questembert, Rieux, etc. Donc il y a un peu plus de subdélégations que de commissions locales. Il y en a notamment à Belle-Île, à Guémené. Par contre, à Le Gminé, il n'y avait que le siège d'une commission locale. Alors, la répartition des impôts, notamment des fouages et la capitation, était décidée par les États et ensuite était répartie entre seigneuries ou commissions locales, entre les paroisses par les commissaires locaux et ensuite entre feux par les marguilliers. Et nous avons ici un exemple de répartition de la capitation entre les paroisses du diocèse de Vannes en 1778 et plus particulièrement de la commission locale de Pontivy, avec les différentes communes et les montants qu'ils devaient. Les collecteurs étaient nommés par le général de paroisse. Donc, ils sont fabriques ou marguilliers en général. Ils sont 2 ou 6 ou plus selon l'étendue du territoire. Ils lisent les rôles à l'issue de la grande messe paroissiale. Ils collectent en 2 ou 3 termes annuels. Donc tout n'est pas payé en un seul coup par les paroissiens, par les contribuables. Ils peuvent avancer les sommes. Ils se rémunèrent. J'ai notamment trouvé 4 deniers par livre, soit 1,7%, ce qui n'est pas énorme. Ils sont redevables personnellement sur leurs biens et ils peuvent encourir même une peine de prison. Ici, nous avons l'en-tête d'un rôle de fouage à Carvignac en 1709. On peut le lire. Rôle et égaille, donc, qui signifie donc répartition, pour faire la levée des deniers dus au roi, notre sire, par les contribuables à fouage du général des paroissiens de la paroisse de Carvignac, tant pour l'ordinaire que extraordinaire, pour le terme échu du 1er jour de septembre dernier 1708,
de la somme de 560 livres, 5 sols, 5 deniers tournois, laquelle somme a été payée pour les 10 paroissiens par Yves Le Fur et Pierre Le Carler, fabrique et marguillier, à présent en charge de la dite paroisse, au sieur Mauduit, receveur des fouages en exercice, sans préjudice de ce qu'ils ont avancé pour le dit terme. Et à côté, nous avons une quittance de paiement, en quelque sorte, au receveur des fouages extraordinaires à l'évêché de Vannes. Donc c'est pour la paroisse de Nostan, donc avec donc en 1779, les différents montants qui ont été payés pour les fouages extraordinaires, la capitation et le 20e, avec un total de 3 369 livres. Les collecteurs pouvaient se plaindre de temps en temps aux receveurs sur leurs difficultés à collecter, et là notamment sur le retard des rôles qu'ils avaient reçus juste avant la collecte. Deuxième partie, quelques exemples et exploitation des documents. Alors nous avons ici deux exemples de rôles de fouage. Alors un sur Carvignac, qui est ensuite la suite du document de l'entête que je vous ai présenté juste avant, et un autre, un rôle urbain pour Auray en 1775. Donc ici pour Carvignac, on a donc pour chaque village, donc Locjean, Locpriac, Kerlambert, nous avons donc la liste des contribuables. Le premier ici, Jean Corveste et consorts, pour la tenue en tien. Donc il va payer 4 livres, 11 sols et 3 deniers. Le même contribuable possède une autre tenue pour laquelle il paie 2 livres, 10 sols. À l'Aupriac, on a la veuve Jean Blaise et consorts. Donc pour une tenue sous la Villeneuve, donc la Villeneuve qui est le nom d'une seigneurie. Donc là, elle paie 30 sols, 3 deniers, qui correspond à 1 livre, 10 sols et 3 deniers. Elle paye encore une somme d'argent pour une autre tenue, qui est cette fois-ci sous la seigneurie de Saint-Georges. Et on la retrouve un petit peu plus bas aussi, au village de Kerlambert, donc la veuve Jean Blaise et consorts, donc qui cette fois-ci paye beaucoup plus, 4 livres et 15 deniers. Pour le rôle des fouages d'Auray, nous n'avons plus des villages, mais ce sont des rues. Donc là, on commence par la rue du Château. Et comme ce sont principalement des artisans, on a la profession. Donc négociant ici, là c'est hôtesse, filassier, marchande, épicière, là encore marchand, etc., etc. Donc une petite différence sur ces professions, sur les rues, mais autrement c'est à peu près le même principe que pour un rôle rural. Alors ces documents, ces rôles pris individuellement ne sont pas trop intéressants, mais lorsqu'on a une collection, comme par exemple ici pour Orientec, on a des rôles de fouage de 1682 à 1741, on peut suivre les différents exploitants d'une propriété, d'une exploitation agricole, comme par exemple ici sur le village de Gavre, donc presqu'île de Gavre, qui dépendait à l'époque d'Orientec, et qui était divisé en 12 exploitations ou tenues, qui étaient sous les moines de Saint-Julian de Ruisse. Et donc on voit donc par exemple, on peut faire des relations entre les différents exploitants au fil des années, et on peut supposer que par exemple l'exploitant de 1682 pour la tenue numéro 12, donc les héritiers de François Quéric, eh bien, étaient sans doute des ancêtres de celui-ci, François Lescouette et consorts.
Pour les rôles de capitation, alors ici, j'ai pris aussi pareil 2 exemples, un pour, Auray, donc un rôle urbain et un rôle rural pour Crac, 1778. Donc ici, c'est la première page avec une belle en-tête, avec le nom des États de Bretagne. Les premiers contribuables sont plutôt des nobles ou des gens importants, avec on voit tout de suite ici des contributions assez importantes de 100 livres et 90 livres. Et puis pour Crac, eh bien on a le même style que pour les fouages, la liste des villages et les différents contribuables. Alors, pris individuellement aussi, pareil, il n'y a pas trop d'intérêt, mais lorsque vous avez une succession de rôles, on peut voir l'évolution euh, des contributions et puis aussi des exploitants. Donc là, je me suis intéressé à la famille Leroll, à l'Occultas en Crac. Donc ce village, il y a donc le père qui s'appelle Turio et le fils Alexis. Et sur ce petit graphique, donc on a les différentes années, la contribution du père et du fils, donc les contributions du fils qui augmentent progressivement et le père qui disparaît après 1786. On constate que les contributions tournent autour de 20 livres. Alors, ce qui est intéressant aussi de vérifier lorsqu'on recherche des rôles d'imposition, c'est de comparer par rapport aux autres contribuables pour savoir si votre ancêtre se trouve dans la moyenne ou plutôt dans les niveaux élevés ou plutôt bas. Et ici, j'ai un autre graphique d'une statistique des capitations sur grand champ en 1747 et on se rend compte que ceux qui payaient plus de 20 livres de capitation eh bien, ne représentaient moins de 5% des contribuables. Donc on peut dire que ici, la famille Leroll à l'Occultas, avec 20 livres, se situait véritablement dans le panier haut des paroissiens, avec un niveau social assez important. Alors, les rôles du 10e et du 20e, là encore quelques exemples, toujours avec une belle en tête pour Gourin, donc qui dépendait de l'évêché de Quimper. Donc c'est le 10e de 1745 et ça commence par les nobles avec aussi encore des contributions élevées, pratiquement presque 200 livres. Et ici un rôle rural pour Brec en 1753. Voilà. Si on lit, par exemple, on s'intéresse à cette première ligne, première déclaration, Saint-Degan, donc Jean Le Guenec, possède une tenue à Saint-Degan déclarée du revenu, charge déduite de 199 livres 18 sols, et il paie 10 livres. Si on arrondit à 200 livres, on divise par 20, effectivement, ça fait bien 10 livres. Alors, on peut s'intéresser aussi au fait que déclarer du revenu, charge déduite. Donc on peut dire, il y a cette référence, elle correspond à quoi? Eh bien, à l'époque, il existait des déclarations de revenus, comme aujourd'hui, vous remplissez votre feuille d'impôt sur le revenu tous les ans. Voilà, qui ressemble, donc vous avez un formulaire de ce genre, avec les revenus ici, dans cette partie-là, les charges de l'autre côté, bon, la description du déclarant, vous avez un petit calcul qui a été effectué ici, et puis différentes remarques sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais on peut prendre le temps de lire ce document, qui est extrêmement intéressant. Donc, paroisse de Brec, évêché de Vannes, donc la déclaration qui a été remise le 4 juillet 1751. Donc, devons-nous préposer pour recevoir la déclaration du 20e de la paroisse de Brec, a comparu Jean Le Guenec, laboureur, lequel a déclaré, pour satisfaire à l'édit de, etc., qu'il possède dans la dite paroisse
les édifices et droits réparatoires d'une tenue à domaine congéable au village de Saint-Degand. Et dépendance, consistant dans une maison et écurie couverte de paille dans un courtil ou jardin potager, dont il consomme les légumes pour son usage, et dans une aire à battre contenant sous fond un journal 7 cordes, et d'environ 13 journaux 18 cordes de terre labourable, dont, alors, sous froment, il n'y a strictement rien, donc il n'y a pas de production de froment, mais un peu plus loin, on voit que 9 journaux et demi sont ensemencés en seigle et produisent 40 pérets sudite mesure. Alors, si on remonte un peu plus haut, c'est en fait la mesure dorée, chacune du poids de 200 livres, lesquels valent à 6 deniers la livre, 200 livres. Ensuite, on a 3 journaux 18 cordes en millet, produisant 13 pérets mesure dorée, chacune du poids de 220 livres, lesquels valent à 5 deniers et demi la livre, 71 livres 10 sols. On a ensuite environ un demi-journal en avoine, produisant 3 pérets d'avoine. Donc là, ça rapporte beaucoup moins, 8 livres à peu près. On a encore un journal et demi de prés qui produisent 3 milliers de foin pour 15 livres. Et puis enfin, on a 13 journaux de Landes qui produisent aucun revenu. Concernant les charges, la première concerne la dîme ecclésiastique pour à peu près 5 livres, plus de 5 livres. Ensuite, on a des frais de semences pour presque 53 livres, des frais de culture pour 87 livres. Ensuite, on a les impôts, donc les fouages, 11 livres, les réparations, 7 livres, alors, ce ne sont pas des impôts directs, mais ce sont quand même des impôts, la capitation pour 32 livres, donc on voit que c'est quand même une somme très importante, hein. On a vu juste précédemment que plus de 20 livres de capitation, c'était déjà énorme, bon, là on est à 32. Ensuite, les corvées faites, tant pour les grands chemins que pour son seigneur, à raison de 20 sous chacune, donc la somme de 30 livres. Ça veut dire que dans l'année, il y avait 30 journées de corvée à 1 livre, et que cet exploitant, il a été dispensé moyennant le paiement de cette somme. Ensuite, notre exploitant, Jean Le Guenec, paie de rente au seigneur foncier, donc le propriétaire de sa tenue, 14 pérets de seigle, pour l'équivalent de 70 livres. Alors, 14 pérets de seigle, rappelons-nous qu'il en produit 40. Ensuite, il paie en argent comptant 13 livres et 14 sous. Alors, au total, ça fait 294 livres de revenus, 309 livres de charges. Donc, vous allez me dire, vu ces montants, il ne va strictement rien payer, hein, puisqu'il a plus de charges que de revenus. Et d'ailleurs, Jean Le Guenec va se plaindre. C'est la plainte qui apparaît ici. On va agrandir ça. Hop. Non, ça sera plus tard qu'on le verra. Mais alors, si on résume un peu ce document, donc il y a beaucoup de notions que vous ne connaissez peut-être pas, on va essayer de décrypter le document. Donc c'est d'abord un formulaire qui est adapté au régime du domaine congéable. Donc le domaine congéable qui couvrait à peu près 75%, à peu près les 3/4 des exploitations en Bretagne, en Basse-Bretagne, à peu près la moitié des exploitations étaient sous domaine congéable directement exploitées par le paysan, à peu près un quart exploité avec une sous-location. Et puis les autres exploitations, on avait des métairies, des fermes et des terres exploitées en pleine propriété, soit roturière, soit noble. Alors le domaine congéable distinguait en fait deux propriétés, la propriété foncière qui appartenait généralement au seigneur
et la propriété édificiaire, qui concernait principalement les bâtiments et qui appartenaient à l'exploitant. Mais il y avait, donc comme on voit, d'autres types d'exploitation, et qui ne pouvaient pas utiliser le formulaire. Donc il y a d'autres déclarations sur papier libre et même parfois selon certaines paroisses, vous avez même, des déclarations sur papier libre pour des exploitations, des tenues sous domaine cangiable. Et autour du domaine cangiable, on a beaucoup de notions, de termes comme rente convenancière, droit réparatoire, etc. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourrait aborder une prochaine fois, parce que le domaine cangiable, c'est vraiment quelque chose de très important en Bretagne. Et puis, vous avez aussi des mesures spécifiques dans le document. Donc pour les monnaies, bon, j'espère que vous les connaissez, la division en livres, sols et deniers, ça ce sont des notions qui sont communes à l'ensemble de la France. Par contre, pour les superficies, vous aviez en Bretagne le journal qui correspondait à 80 cordes, qui était donc divisé en 80 cordes, et qui correspond à peu près à un demi-hectare. Mais là encore, il pouvait y avoir des variations en fonction des régions en Bretagne, mais en fonction aussi de ce qui était cultivé, et aussi selon les périodes. Mais au XVIIIe siècle, c'était à peu près uniforme, et on avait vraiment un journal pour 80 cordes et un demi-hectare. Ensuite, le poids. Là, on a l'apéré qui apparaît. Donc, vous avez pu le constater, c'est en livres, mais que ça dépend aussi du contenant. Si c'est du seigle, si c'est du froment, si c'est du millet, c'est pas le même poids en livres. Et par ailleurs, ça dépend aussi du territoire. Là, on parle à chaque fois de mesure dorée. Mais si c'est la mesure de Rochefort ou la mesure de Vannes, ça ne sera pas la même quantité en livres. L'apéré, c'est une mesure qui est assez courante dans le Morbihan, mais vous pouvez aussi avoir, selon d'autres territoires, le boisseau ou encore d'autres mesures. Donc ici, j'ai retranscrit le document, hein, entre les revenus et les charges. Ce qu'on constate sur le total pour la superficie de l'exploitation, eh bien, on est à 28 journaux, ce qui correspond à peu près à 14 hectares, ce qui est un peu supérieur à la moyenne des tenues à domaine cangiable. J'ai aussi converti ici en quintaux, hein, pour les différents produits. Donc on arrive à 294 livres de sol, et puis ici, donc les différentes charges. J'ai mis en bleu certaines charges, et je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc comme je vous ai dit, donc on dépasse largement les revenus, hein, avec ces charges, et donc comme je vous disais juste avant, l'exploitant Jean Le Guenec ne manque pas de se plaindre. Donc ici, donc j'ai transcrit le texte parce qu'il n'était pas forcément lisible. Donc lequel revenu par conséquent ne suffirait pas pour acquitter les charges et procurer à une famille la nourriture et les vêtements les plus grossiers si elle ne tirait quelque profit de son industrie et du temps que la culture des terres et les corvées lui laissent libre. Et puis un petit peu plus loin, lui fait espérer que Monseigneur l'Intendant lui rendra à l'égard du 20e la justice qui lui fut rendue en 1710 à son prédécesseur, qui ne l'imposa pas au 10e. Alors, l'année 1710 est un peu spéciale, puisqu'elle suivait le grand hiver de 1709, et qu'effectivement, il y avait beaucoup de pauvreté à ce moment-là. Donc l'imposition, avec les 32 livres de capitation, c'est sûr que Jean Le Guenec a payé quelque chose, et les charges qui ont été retenues, c'était uniquement les rentes et les fouages, dans ce que j'avais indiqué en bleu précédemment, qui lui fait donc un revenu de pratiquement 200 livres et un paiement de 10 livres.
Alors ces 200 livres, on peut les comparer par rapport à ces statistiques, du 20e à Sarzeau en 1754, où l'on constate que, bien, ceux qui avaient des revenus nets en livres supérieurs à 200 livres, eh bien, ne dépassaient pas, c'était moins de 10% des contribuables. Donc on peut quand même estimer que Jean Le Guenec n'est pas à plaindre du tout. Quel service d'archives? Troisième partie. Eh bien, les archives départementales d'Ille-et-Vilaine conservent un certain nombre de rôles d'imposition en raison de la présence de la commission intermédiaire à Rennes. Notamment, vous avez des rôles de capitation pour les marchands et les artisans en 1748 et principalement aussi pour des villes sur l'ensemble de ces années. Donc vous avez ici un petit inventaire que j'ai noté parce qu'en fait il n'y a strictement rien en ligne sur le site des archives départementales d'Ille-et-Vilaine, ni inventaire ni archives, donc notez bien. Il y aurait aussi des rôles de fouage. Alors j'ai des côtes ici, mais je n'ai pas la confirmation que ça concerne bien le Morbihan. J'ai juste la confirmation pour cette côte-là, pour Grandchamp en 1738 et 1740. Sachant aussi qu'il y a certains rôles qui ont été microfilmés ici, aux archives départementales du Morbihan. Alors vous allez retrouver aussi des rôles aux archives départementales de Loire-Atlantique en raison de la présence de la Chambre des comptes de Bretagne à Nantes. Et vous avez 688 rôles pour plus de 200 paroisses ou trèves morbihanaises. Donc ça couvre la période de 1710 à 1790, mais surtout pour ces années-là. Et vous avez en général 2 à 3 années par paroisse en moyenne. Pour les villes, vous en avez plus. Vous avez 9 à 14 années, donc les villes qui sont mentionnées ici. Et on peut aller directement voir ce qui se passe donc sur ces... comment vous allez pouvoir retrouver ça sur le site des archives départementales de Loire-Atlantique, parce que c'est en ligne. Voilà, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil des archives départementales de Loire-Atlantique, vous allez dans « Consulter les fonds d'archives numérisés », vous descendez, et puis vous avez ici un pavé sur « Rôle de capitation ». Choisissez votre département, Morbihan, et puis la commune que vous souhaitez. Donc, je ne sais pas, par exemple, pourquoi pas Langonette. Valider. Donc, on a 3 rôles. On peut aller sur le plus récent. Voilà. Et puis ensuite, vous naviguez entre les différentes pages. Vous pouvez zoomer avec la visionneuse. Donc, comme vous l'entendez. Alors, vous avez aussi quelques rôles de fouage. Alors, par contre, là, il faut remonter une généalogie assez loin parce que ça remonte quand même au XVe siècle. Réformation, rôle de réformation des feux de l'évêché de Vannes. Et là, vous n'avez pas d'inventaire. Alors, vous avez un inventaire, mais vous n'avez pas d'archives en ligne. Alors, bien sûr, la plupart des rôles d'imposition sont aux archives départementales du Morbihan, à Vannes. Pour les fouages capitation 10e et 20e, donc il faut aller voir au niveau de la commission intermédiaire, qui est classée en sous-série 21C. Alors on peut aller voir directement sur le site des archives. Voilà, donc je suis sur la page. Alors il y a 2 possibilités pour accéder au document. Donc vous pouvez aller directement sur archives en ligne. Et il faut, alors donc vous avez état civil, etc. Vous allez sur archives numérisées antérieures à la Révolution.
et vous allez pouvoir accéder donc à la commission intermédiaire, ici 21C. Mais vous avez aussi, ce qu'on va voir juste après, les fonds de la subdélégation de l'intendance de Bretagne, donc en 2C. Donc si on clique ici, voilà, donc vous arrivez sur cette page avec les différents bureaux diocésains. Pour le bureau diocésain de Vannes, bon, il y a encore dans cette arborescence, il y a différentes branches encore, donc notamment pour les impositions, et les rôles sont divisés par un type d'imposition, donc fouage, capitation, 10e puis 20e. Donc par exemple, si on va sur les 10e et 20e, alors c'est un petit peu long. Voilà. Donc vous avez des généralités en fait, des tableaux de partage, etc. Et puis ensuite vous avez un classement par paroisse, des rôles par paroisse, donc Aradon, Île aux Moines, etc. Donc par exemple on peut aller sur, pourquoi pas sur Bernay. On clique sur le petit œil et donc après vous déplacez. Hein. Donc paroisse de Bernay. Voilà, avec les différents villages, les contribuables. Et là, ce qui est intéressant, j'avais pas fait attention, mais vous avez même plusieurs années sur le même document. Donc vous avez les évolutions, c'est ce qui peut être intéressant aussi. Mais alors vous pouviez aussi accéder à cette page d'une autre manière. Alors si je fais rechercher, je retourne sur archives, vous allez dans les inventaires en ligne et vous pouvez, à partir du cadre de classement, voilà, il faut aller donc dans la série C, alors archives anciennes antérieures à 1790, administration provinciale, et vous avez donc ici les subdélégations en 2C et en 21C la commission intermédiaire. Donc après il faut cliquer sur donc la petite icône d'arborescence. Voilà, on arrive sur la même page. Il n'y a pas de surprise. Voilà, donc les deux possibilités d'accéder à ces documents. Et pour alors les 20e, donc vous avez aussi donc des rôles qui sont conservés en sous-série 2C de la subdélégation, puisque comme je vous avais dit au début, les subdélégations ont eu en charge cet impôt dans les années 1750 uniquement. Mais et un petit bonus, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir retrouver les fameuses déclarations que je vous ai montrées. Et c'est uniquement dans la subdélégation que vous allez les retrouver. Donc vous avez un classement par subdélégation, paroisse, puis rôle et déclaration avec un numéro commun entre les deux. Alors, voilà, bon, je vais refermer ça. Donc si on va donc en 2C, subdélégation. Ah oui, vous avez aussi un inventaire, enfin, avec des explications, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, donc on arrive sur les différentes subdélégations. Alors parfois, quand il y a beaucoup de documents, il y a une sous-division ici, entre adjudication, imposition, par exemple. Bien allons par exemple sur Pontivy, pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez donc une répartition par commune. Et par commune, vous avez les rôles d'imposition, puis ensuite les déclarations. Donc par exemple, allez, prenons Méleran.
Donc, mais le rang, les rôles là, vous les connaissez, hein, mais ce qui est plus intéressant, ce sont les déclarations quand même. Voilà, subdélégation de ton TV. Et donc là, on n'a pas des formulaires, ce sont des déclarations sur papier libre. D'accord? Voilà, Julien Le Bellec de tel village, tenu un domaine congéable, maison, grange, terre chaude, labourable, sous près de pâture de journaux de terre, sous l'onde, etc. Donc, voilà. Petit problème, mais bon, petit problème d'internet. Mais... Alors, vous pouvez aussi retrouver aux archives départementales du Morbihan des fouages dans les minutes notariales en série 6E. C'est le cas du rôle de Kervignac que je vous ai présenté depuis le début. Donc ça, c'est avec l'entête originale. Alors, pour ces minutes notariales, vous n'avez rien en ligne. Enfin, vous avez les inventaires en ligne, mais vous n'avez pas d'archives en ligne. Donc, il faut fouiller. C'est un petit peu au hasard que vous pouvez retrouver ces rôles de fouage. Et pour les fouages capitation et dixième, vous pouvez en retrouver dans les fonds communaux en série 3ES, et c'est le cas pour la paroisse d'Orientec. Hein, vous avez les fouages de 782 à 1741, comme je vous ai montré précédemment, la capitation de 1757 et les 20e de 1779. Enfin, c'est un rôle de 20e, c'est pas une déclaration. Donc, qui est l'exemple ici. Et pareil que pour les minutes notariales, vous avez des inventaires qui sont en ligne, mais pas les archives. Alors en conclusion, eh bien, on peut dire que ces rôles d'imposition sont très intéressants à différents titres. Donc vous avez le nom des hameaux ou des rues, vous pouvez déterminer la liste des voisins, le nombre de foyers par hameau, qui est le chef de famille, le propriétaire des biens, s'il y a un partage des biens entre le père et le fils, s'il y a des professions, notamment pour les artisans. Très important aussi, vous pouvez cadrer une arrivée ou un départ dans une paroisse ou un village, ou s'il y a eu un décès, ou s'il y a un veuvage. Vous avez parfois les filiations aussi. Vous avez, alors dans le cas spécifique des déclarations du 20e, vous avez les étendues de terres et la production de ces terres. Et puis, finalement, vous pouvez évaluer le niveau social d'une famille. Moi, j'ai appelé ça dans le titre de l'exposé la fortune de ses ancêtres, mais c'est plus précisément le niveau social d'une famille. Parce que pour évaluer la fortune de ses ancêtres, il y a d'autres documents comme des successions ou des inventaires après décès. Alors attention quand même aux homonymes, hein, mais bien que les villages peuvent lever le doute. Concernant les domestiques, servantes, épouses, enfants, ils ne sont pas toujours dénommés quand ils sont rattachés au chef de ménage. Et puis, il ne faut pas non plus se dire la première déclaration que vous trouvez, c'est bon. Non, parce que votre ancêtre peut posséder des biens dans plusieurs villages et même dans plusieurs paroisses. Donc, il faut être curieux et puis continuer un peu vos recherches, surtout dans la même paroisse. Et puis, ne pas être désespéré non plus si vous ne trouvez pas de rôle, parce qu'en fait, comme vous l'avez pu le constater, il y a des copies de rôle dans plusieurs institutions, paroisse, notaire, Chambre des comptes de Bretagne et commission intermédiaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.